Donc ici, on est à la librairie Parchemin. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, mais voilà, c'est une librairie qui est une ASBL, qui a un grand fonds de livres d'occasion et puis qui a aussi une belle collection de livres neufs. Et donc tout le collectif qui fait vivre cette librairie-là et qui travaille de façon quasi bénévole, avec un très grand capital symbolique et culturel. Du coup, elle est toujours très contente d'accueillir des nouveautés qui font plaisir. Et puis, il y a un lien ici qui est très fort aussi avec les éditions du Sapin. Et voilà, je vous invite en tout cas, à découvrir la librairie même après, ou plus dans les jours à venir, etc. Et puis, je vais laisser la parole à Roland maintenant pour parler un peu du sapin. Oui. Et peut-être la connexion qu'il y a entre le sapin et Berthelot, mais bon, ça sera pour autre chose aussi. Déjà, il faut quand même dire, et je pense que je peux faire le porte-parole de mes camarades, que ça nous fait très plaisir de venir ici, puisque ça faisait longtemps qu'on n'était plus venus, et qu'il y a toujours eu une connexion amicale assez profonde, et politique et philosophique assez profonde avec ce lieu. Je crois qu'on a un peu baigné dans les mêmes eaux idéologiques. Et par ailleurs, ça a tout à fait un rapport avec la fondation du Sapin, puisque j'ai coutume de dire, j'ai un peu marre de répéter la même chose, mais je vais quand même le faire. J'ai coutume de dire que pour nous au Sapin, chaque fois qu'on publie un livre, c'est un échec. C'est un échec dans le sens que la forme livre est en elle-même un échec. Les éditions du Sapin sont nées à la ZAD à Arlon, qui était l'occupation d'un bois de 30 hectares pour empêcher la destruction du bois à la faveur de la construction d'un zoning. Et pour nous, on s'était ancré dans l'idée que notre premier livre, en réalité, c'est la ZAD à Arlon, et que la poésie, c'est d'abord quelque chose de directement vécu, et que finalement, le livre n'en est que la forme embaumée, une espèce de forme mortuaire, quoi. Pour donner un exemple un peu plus simple, la poésie se situerait dans le fait de regarder un papillon voler, et non pas dans le fait de le décrire. Donc les éditions du Sapin prennent leur base à l'intérieur de cette histoire de lutte. Et bien entendu, comme toutes les luttes finissent par mourir, on a continué malgré l'absence d'événements. Et là, avec le livre de Nicolas, on est en train de renouer, peut-être après quelques errances, avec quelque chose qui philosophiquement nous correspond plus. On est principalement une maison d'édition de poésie, mais on a aussi publié un roman d'anticipation jeunesse. C'est l'histoire de deux ados qui sont en train de se beuler une métropole. Donc si vous avez des petites sœurs de 13 ans, vous avez envie de les amener à l'idée de sabotage, franchement c'est un bon petit manuel, quoi. Voilà, je crois que pour les éditions, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, le Sapin, vous êtes un collectif. Il y a Amir aussi qui est là, qui a fait notamment une grande partie du travail d'édition, qui est toujours un accompagnement assez spécifique à un texte. Et je pense qu'on aura un moment d'en parler un peu, parce que justement, ce texte-là a une forme assez particulière, où généralement dans une librairie ou dans une bibliothèque, les livres vont être rangés par section très claire. Les Anglais font même encore plus rapide, ils font non-fiction, fiction, ou sinon dans une bibliothèque on va voir roman, poésie, théâtre, essai. Et là on est clairement du coup dans ce genre de livre qui est assez précieux par leur manque de respect pour ce genre de catégories préétablies et très scolaires, etc. Même s'il y a des dominantes, je pense qu'ils vont être assez éclairés, parce que du coup cette rencontre va être un peu émaillée de moments de lecture. Mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé à la lecture de ce livre, du coup, qui s'appelle Enfance et toi, c'est vraiment la manière dont le texte vient gratter le mot enfance, enfant, et à chercher à pas du tout définir quelque chose pour potentiellement le fixer, quoi, et par définition d'ailleurs le finir, mais plutôt aller dans quelque chose qui va vraiment fouiller, essayer et même
de mélanger plein de choses autour de ce mot-là. Qu'est-ce qu'il évoque sensiblement, qu'est-ce qu'il évoque philosophiquement, politiquement, à plein d'étages très différents. Et il y a quelque chose qui est pas du tout caché, qui est même montré assez rapidement dans le livre, c'est toutes les références en fait qui composent ce livre. On a un peu l'impression de suivre quelqu'un qui fait une dérive, non pas dans une bibliographie universitaire sur un thème donné, mais vraiment dans une bibliothèque, et même une bibliothèque plutôt intime, quoi. À la fin du livre, vous pourrez trouver d'ailleurs pas mal de textes de cette bibliothèque qui, à plein d'endroits, je pense, ressemblent d'ailleurs à cette librairie, quoi. Parce que on va passer de Agamben, mais Baudelaire. Il y a aussi OK K.O. de Leila Shakes, enfin de la poésie contemporaine. Il y a vraiment ça va un peu dans plein de sens, un peu comme va ressembler non pas juste voilà la bibliographie de quelqu'un qui fait une recherche assez précise, mais plutôt quelque chose qui va être assez épars, qui va passer de Kafka à de la philosophie. Enfin, il y a quelque chose de très qui ressemble vraiment à une dérive littéralement, quoi. Et qui tourne comme ça, et puis qui rentre et qui traverse autour de ce terme de l'enfance. Comment est-ce qu'il a été utilisé? Comment est-ce qu'il a été approprié? Quelles ont été les tentatives, etc. Enfin, en fait, on découvre pas mal de choses. C'est le genre de livre aussi à porte, où on a un peu envie, à chaque fois qu'on tombe sur une citation, ou sur un commentaire, ou sur quelque chose que tu peux dire, écrire dessus. On a envie ça donne envie d'aller voir aussi à droite à gauche, ou de prendre le temps d'en parler. Quand on préparait avant la discussion, on disait sur le livre, on pourrait assez facilement faire une sorte de séminaire d'une semaine, tellement il y a... Ouais, ça serait c'est pas du tout ce qu'on vous propose ce soir, quoi. Mais c'est le piège, du coup, à éviter, parce que du coup, il y a vraiment envie de gratter plein d'endroits très différents. Et c'est ça qui est assez fascinant, je pense, avec ce texte-là, et qui a, après, pour moi, en tout cas, dans ma lecture, une dominante poétique très très forte dans la liberté de la langue, dans le jeu qui va passer d'un aphorisme à un commentaire. Enfin, on atteint différents niveaux de langue super intéressants et qui donnent beaucoup de relief à un terme qui, en fait, souvent peut être assez dévoyé, quoi. Peut rentrer un peu dans des logiques de c'est pas un manuel pour savoir comment éduquer ses enfants, par exemple. Là, on n'est pas là-dedans. Quoique. Et d'ailleurs, on se disait que pour commencer un peu à parler du livre, avoir des discussions qui sont un petit peu préparées ici, mais aussi qui ont pour but de vous donner envie de participer à la discussion, c'est du coup un premier extrait de lecture. Est-ce qu'avant de le lire, tu peux décrire un peu le texte que tu avais envie de lire, un peu comme ça dès le début, pour donner un peu le ton du... Donc le texte qui n'est pas dans le livre. Exactement. Mais qui raconte la généalogie. C'est un espèce de surjon du livre qui raconte la généalogie, je sais pas, mais en tout cas, les intuitions viennent de très loin, sans doute de ma prime enfance. Enfin, l'enfance, la seule que je connais, c'est mon enfance. Et sentiment de béatitude, sentiment océanique, éveil au sens, éveil au langage, blablabla. Tout vient quelque part de mon expérience de l'enfance. Mon enfance, la seule que je connais. Après, le déclencheur de ce livre, ça a été un peu plus tard, au lac du Chamet. Récemment, il y avait un séminaire qui s'appelait... le thème du séminaire, c'était la séparation. Et là, j'ai eu une espèce de épiphanie, un trop gros mot, mais une petite révélation quant au fait qu'il y avait un truc à faire par rapport à l'enfance. Et par rapport au trop-plein de discours à son sujet, au fait même d'en faire un sujet. Je me dis, pourquoi pas en faire un contre-sujet, une absence du sujet, quoi de l'enfance. Toute ma life, il y a ce questionnement qui m'a traversé, quoi. Je sais pas ce que c'est l'enfance. Je sais pas si vous savez ce que c'est l'enfance. On peut parler longuement de l'étymologie, hein. Infans, celui qui ne peut pas parler. Celui qui ne peut pas dire, peut-être. Il y a peut-être une nuance à faire entre dire et parler, parce que dire, en latin, c'est
Locus Loci, c'est pas vraiment Fari, quoi. Fari qui a donné Fatum, le destin, le fait, enfin, qui a donné plein de mots absolument incroyables, le fort intérieur, qui s'oppose peut-être au forum de l'agora, enfin, de la police. Bref. Quoi de l'épiphanie, petite épiphanie au lac du Chamet, 2013, j'en parle au tout début du bouquin. L'enfance m'est apparu comme une espèce de dispositif biface, un dispositif de capture et de pacification. Biface pourquoi? Parce que voilà, opposition entre une enfance comme ça idéalisée, mièvre, rose bonbon, aussi capturée par les avant-gardes artistiques, mais aussi fascistoïde. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la capture de l'enfance d'un dispositif biface. Ça vient d'un vieux fond métaphysique. Je sais pas si on va parler trop philo ce soir, mais c'est peut-être pas le lieu. Voilà, je vais simplement vous lire qu'est-ce qu'à avoir lieu, quoi. L'amorce, disons, du bouquin. Donc c'est l'été, un lac, des rencontres, des vieillesses, des enfances, ourdir, récidiver, les enjeux, des corps, mouvoir l'âme, secouer la langue. Le mot d'histoire est revenu, pour une autre histoire, d'autres histoires. Arracher l'histoire historiciste à elle-même, à son inertie violente, faire dérailler le train du temps linéaire, il n'y a de naissance qu'en terre étrangère. Elle n'oublie rien, la chair. Mais qui es-tu? La parole nous a été donnée, non pour parler, mais pour entendre ce qui es-tu. Qu'est-ce qui dit? On t'a fait croire qu'elle était perdue à jamais, l'enfance, dans quelque avant inaccessible. Inaccessible au sujet, aux condamnés de l'histoire, ou aux mutilés du temps qui reste. Un lieu fatalement séparé, nostalgiquement fabulé, ou projeté dans quelque fuite imaginaire. Voici partager les traces d'on ne sait quel désastre, sous la fragile égide d'une enfance sacrifiée. Vivre avec ce qui est perdu, vivre avec cette maladie de la perte, ce mal à dire, avec ceux qui ne peuvent pas parler, dénués de haine vient leur colère, leur rage de l'expression, issue d'une catastrophe qui n'est plus à craindre. Mémoire de la violence, de la pauvreté en expérience, la mémoire comme altération profonde de l'esprit. Refus absolu et intempestif, la courbure d'une irrévérence, donnant lieu à d'intenses circulations. Serait-il possible de désirer la guerre, graine de crapule? La pensée de la révolution n'est-elle pas plus rassurante, mon coco? Voilà, c'est pour parler de cette amorce, de cette déflagration autour de ce lac. Et puis après, il y a plein de surgeons qui sont sortis. Je suis rentré en Cévennes, mon embarras n'a fait que croître. J'ai un peu chopé tout ce qu'on pouvait accumuler, ce que je pouvais accumuler par rapport à l'enfance, les livres qui m'intéressaient, qui parlaient de l'enfant, des titres, des textes plus ou moins archaïques. C'est-à-dire que dans pas mal de traditions comme l'enfance, c'est ce que l'islam appelle wali, c'est-à-dire le saint, quoi. C'est le médiateur entre les mondes. Et voilà, comment faire en sorte que l'enfance ne soit pas reconduite dans une espèce de dispositif de capture qui oppose une espèce d'enfance idéale. On pourrait parler de l'homme aussi idéal. Il fallait être de plus en plus chrétien, il fallait être de plus en plus homme. J'ai réécouté Foucault, magnifique, qui parle de la fabrication de l'homme. Il y a vraiment une fabrication historique, voire historiale de l'enfance. Il s'agit d'en prendre conscience, me semble-t-il, pour peut-être faire avec les enfants depuis notre enfance et peut-être contre une enfance qui a été complètement mutilée par un monde que nous haïssons. Et mais c'est vrai que ce qui est vraiment de particulier dans le recueil que tu as commis, c'est que effectivement, de fait, comme tu disais Antoine, on est quelque part entre
entre la philosophie et la poésie, même si moi je le lis comme un livre de poésie, je dois dire, mais j'ai l'impression que le lecteur pourra faire son choix entre les deux. Mais finalement, tu t'es lancé dans un projet relativement impossible, quoi. C'est parler de l'enfance sans en faire un concept, parler depuis l'enfance sans pour autant parler depuis réellement ton enfance, parce qu'il y a quasiment, ou alors ils sont tellement cachés que c'est difficile pour nous de les voir. Il y a quasiment pas d'éléments directement biographiques là-dedans. Ce qui m'amène à une première question, qui est quand même, tu évoquais Michel Foucault. Il est vrai que, à la suite d'un merveilleux article de Michel Foucault qui dit que l'auteur est une notion policière, mais il le dit d'un point de vue très matérialiste, hein, dans le sens où effectivement, on est obligé d'avoir un auteur sur un livre pour pouvoir en fait pouvoir le réprimer s'il dépasse les limites de la liberté d'expression, la liberté d'expression étant ce qui vient limiter l'expression en général, quoi. Et donc là, tu te retrouves à devoir parler de l'enfance sans la conceptualiser, et depuis une enfance, sans que ce soit totalement la tienne, ce qui fait que tu nous as demandé relativement, parce que nous à la base on voulait faire comme on fait toujours, enfin mettre un nom et un prénom, et là on a mis Nicolas, quoi, un nom relativement générique, et ça me pose la question de, quand t'écris ça, dans quel exercice de désubjectivation tu trouves, hein, comment tu arrives à te dire, tiens, je veux exprimer l'enfance, mais sans en faire un concept, et sans exprimer l'enfance depuis une biographie. C'est-à-dire, c'est quel geste qui t'amène vraiment à penser ça? Qui m'amène vraiment à penser ça? Ouais. À C'est se dire, quoi? tiens, je prends l'enfance ni selon un élément biographique, ni selon un concept. Et cette ligne-là, tu voulais la prendre, pourquoi? Ça n'allait pas de soi du tout, hein, la question de la fonction auteur, bon, elle a évidemment à sa beauté, mais il y a un fétichisme peut-être de l'anonymat. Ben, c'est pas un livre pour tout le monde et pour personne. Moi, je suis pas encore capable de faire un évangile ou un disangile à la Zarathustra, quoique en partageant le même Z. C'est pas un livre pour personne et pour tout le monde, mais c'est peut-être pour une personne. Moi, j'aime beaucoup le mot de personne et peut-être le concept de personne. Persona, ça sonne à travers toi, quoi. Et donc, il s'agissait pas d'écrire un livre pour tout le monde et pour personne, mais pour toi. Pour l'enfance et toi. Et peut-être pour nous. On a beaucoup parlé avec Amir voilà, est-ce qu'on va faire un livre anonyme? Est-ce qu'on va quand même garder le prénom? Est-ce qu'on va foutre le nom de famille? Du coup, on l'a mis à l'intérieur. Deleuze dit que c'est par un exercice de dépersonnalisation qu'on arrive un jour à avoir un nom propre. Bon, là, il n'était pas vraiment question de ça, mais effectivement, il y a eu une désubjectivation assez radicale, dont je suis assez content, quand même. Mais on a gardé le mot Nicolas. Pourquoi? Amir, je sais pas. Bah, je pense que justement on voulait pas jouer sur cette question de l'anonymat parce que ça attire l'attention aussi. En fait, on voulait que l'auteur soit en second plan, d'où l'idée de pas le mettre sur la couverture pour que ce soit vraiment le titre qui ait son importance, l'interpellation du titre. Et donc on l'a mis à l'intérieur. Ça s'est arrêté là, je pense. Parce que aussi vous avez fait le choix, enfin il y a eu un choix, c'est assez marrant de parler de, je sais pas trop à qui m'adresser, tellement aussi il y a quelque chose de l'effacement de qui parle vraiment dedans, quoi. Parce que derrière il y a plein d'auteuristes qui sont ici présents, il y a le travail éditorial, il y a toi ton parcours à l'intérieur de l'écriture qui est Il y a pas tellement de phrases que je pourrais signé comme m'étant propre ouais, mais ça, dans le processus d'écriture et beaucoup de notes prises dans des livres. Je ne sais plus à qui appartient les trucs. Ça appartient à personne. Oui. Mais et ça, il y a un truc qui me faisait écho à ce que vous disiez, c'était que quand tu cites, on sent que tu cites, des fois tu interpelles en disant voilà, là c'est un tel, mais tu dis pas c'est tel auteur, c'est avec les prénoms. Enfin, ça commence avec d'abord le prénom et la première lettre du nom, mais qui est même l'auteur que tu cites est presque anonymisé aussi. Il y a quelque chose du coup qui fait que ça crée une sorte de tourbillon comme ça de la pensée où on se fixe pas non plus sur une référence, on reste pris dans quelque chose qui va commencer à tourner comme ça et l'effet que ça a, en tout cas à mon avis, et je sais pas ce que si vous avez pensé comme ça à un moment donné,
mais que ouais, ça nous met vraiment presque dans une logique de lecture, quoi. C'est presque au tour du lecteur, de la lectrice, de s'approprier maintenant le texte et de faire un peu ce qui est, vous en débarrasser presque. Surtout. Et, Oui, mais c'est ça qui est très particulier, c'est que on peut prendre l'effacement de l'auteur comme ce qui est souvent un snobisme ces derniers temps, mais là, ça a vraiment du sens, quoi. Dans le sens qu'il y a des tas de pensées qui ont été tirées jusqu'à parfois être dévoyées. Parfois, tu fais même dire à des phrases de certains auteurs l'inverse de ce qu'ils voudraient dire si tu vas aller chercher dans le contexte, quoi. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais, ça Je vais Ma foi, Gary, je vais t'en trouver. il va falloir l'artiste. Ouais, on fera ça. Mais globalement, il y a comme des phrases en italique qui sont mot à mot, qui sont comme des citations exactes, où je ne cite pas directement la personne, mais l'honneur est donné à la fin du livre dans les lecteurs en creux. Donc quand même, je rends quand même hommage à ces citations-là. Et puis il y a le texte en tant que tel qui se déploie effectivement dans une logique de dépersonnalisation. le seul jeu qui revient beaucoup, c'est JEU, avec pas mal de références au grand jeu, au mouvement poétique des années 20-30. Et il y a toujours du coup, tout le temps un jeu comme ça, entre les petits jeux et les grands jeux, même les petits jeux, jeux de mots, jeux avec le langage, enfin, ça joue tout le temps, quoi, en fait. Et je pense que c'est en ça que moi, je trouve que le texte est particulièrement poétique, parce qu'il y a tout le temps, constamment le jeu, et qui, du coup, interdit pas, contrairement à une pensée philosophique, ça interdit pas du tout la contradiction. Et à l'intérieur même du texte, quoi. De rebondir comme ça de quelque chose qui va de façon assez péremptoire dire l'enfance c'est ça, et puis en fait 3 pages plus loin on a presque quelque chose qui nous amène complètement ailleurs, et puis quelque chose qui est assez rigolo. Enfin, en vrai, moi il y a pas mal de moments qui ouais, où on veut participer, on veut jouer avec le texte aussi, quoi, et qui nous place finalement parce que ça revient aussi beaucoup à cette position là de l'enfant comme une figure qui sait vraiment jouer aussi avec le monde, avec les choses, quoi. La royauté de l'enfant, quoi. Il y a beaucoup d'Héraclite évidemment là-dedans, en deçà peut-être du poème et de la philosophie, plutôt que après. Je crois le Time is out of Jones, hein, c'est pas. Mais le temps est un enfant qui joue, ouais. C'est ce qu'on pourrait dire actuellement, le temps est un enfant qui meurt. Mais après, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle, parce que quelque part, dans Enfance et toi, tu pratiques une espèce de philosophie négative, concept que tu as dû m'expliquer d'ailleurs. Et Sur la théologie négative. Tu m'as expliqué comme la théologie négative, c'est-à-dire c'est un mouvement qui, plutôt que de définir ce que Dieu est, c'est de commencer par dire ce que Dieu n'est pas. Donc tu es souvent en train de dire l'enfance c'est pas ça, l'enfance c'est pas ça, l'enfance c'est pas ça. Et là, d'un point de vue très personnel, et je te demande pas de me donner la réponse que tu aurais trouvée, parce que je pense que ça gâcherait la lecture aux futurs lecteurs. Est-ce que ce livre t'a permis de te faire une définition personnelle de l'enfance? Mais je dirais qu'elle est arrivée comme malgré moi. Je dirais que il y a eu le mouvement effectivement de enfance négative, mais aussi enfance positive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de positivité dans il y a une espèce de mouvement d'affirmation aussi, comme le sac et le ressac de la mer, qui a produit des alluvions, quoi. À la fois l'enfance n'est pas, mais aussi l'enfance est. Et peut-être en delà, au-delà ou en deçà peut-être la puissance que nous cherchons, c'est au-delà ou au-deçà de l'enfance est ou n'est pas. Et donc ça produit des alluvions, une espèce de rebut que je devais assumer. Il y avait une espèce de nécessité de prendre parti dans la guerre en cours. Je voulais pas me draper dans l'espèce de puérologue, et aujourd'hui j'espère ne pas être le puérologue que je ne suis pas. Je n'ai aucune expertise quant à l'enfant, je veux pas du tout m'enfermer dans
Et de fait, je ne m'y enferme pas, j'espère. Enfin, il y a des militants dits infantistes qui veulent représenter l'enfance. Voilà, je ne supporterais pas être un expert de l'enfance. Bref, ces allusions, quoi, elles ont produit un résultat, quelque chose que je devais assumer. Et peut-être dans ces assumptions, il y a une lutte, une guerre contre une certaine conception de l'enfance. Et il y a peut-être effectivement le parti pris, comme on dit, le parti pris des animaux. Il y a un parti pris pour l'enfance contre un monde adulte. Bien malgré moi, hein, c'est arrivé comme un coquillage et crustacés sur la mer abandonnée. Oui, il y a vraiment la plage. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive. Après, je vais pas spoiler le livre non plus, quoi. Mais là, je fais juste une citation il y a beaucoup de moments qui sont très, qui relèvent vraiment de l'aphorisme, quoi. Il n'y a pas enfance, il n'y a que des enfants et des adultes en puissance d'enfance. Et il y a toujours ce jeu où tu t'amuses toujours à saboter l'opposition entre adulte et enfance et presque à chercher à noyer ce qui est censé être une personne adulte dans l'enfance, quoi, avec tout ce que ça peut impliquer à plein d'échelles différentes. Et ça m'a beaucoup fait penser, alors que justement dans la bibliothèque finale, dans la bibliographie finale, je l'ai pas trouvé, mais bon, c'est quand même cité en creux à plusieurs endroits. C'est la fable nietzschéenne du chameau, du lion et de l'enfant, où c'est dans Zarathustra, non? Ouais. Où du coup, c'est l'homme commence par être un chameau parce qu'il porte sur ses épaules les valeurs établies, etc. Enfin, je vais très vite, hein, du coup, je fais comme un récit d'enfant, tu vois. Genre. Après, tu complètes, hein, si tu veux. Où du coup, c'est un chameau, on a sur nos épaules toutes les dogmes, toutes les valeurs établies. Après, il y a un moment de révolte, l'homme peut se transformer en lion, l'humain peut se transformer en lion. Et du coup, tout détruire et sortir du chemin qu'on lui indiquait. Mais à la fin, la dernière étape, c'est l'enfant, quoi. Enfin, et je sais pas, du coup, ça peut compléter sur cette image-là, comment est-ce que Nietzsche parle de l'enfant, qui, à mon avis, est très présente tout le long du texte, et dans en tout cas, la manière que tu essaies d'arracher l'enfant de ce moment biographique qu'est l'enfance, quoi. Et tu essayes vraiment d'arracher l'adulte à la situation d'être adulte, à l'injonction d'être une personne réaliste, pragmatique, bien ancrée dans la société, dans la cité, et comment est-ce que tu essaies de le noyer de l'enfant, quoi. Et enfin bref, ce jeu-là, je sais pas comment on peut le développer ici par rapport au livre. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est une accumulation chamélique de références. Je me suis senti extrêmement lourd de tout ce poids, disons, du passé, qui était à dépasser. Puis il y a une espèce de mouvement, lion, colérique, par rapport à l'abjection qu'on m'a présentée. Enfin, cette espèce d'oscillation sans cesse entre l'idéalisation mièvre et une abjection de l'enfance matérielle, de l'enfance à ras du sol, de l'enfance cosmique, de l'enfance rugueuse, de l'enfance enfance matérielle. C'est c'est un pan vraiment à travailler, quoi. Quand on crée un binarisme, il y a souvent le binarisme homme. Voilà. Qu'est-ce qui est abjecté, quoi? Qu'est-ce qui est négligé? Qu'est-ce qui est forclos? Qu'est-ce qui est rendu dans les limbes? Qu'est-ce qui est en fait tout? Comme quand Deleuze disait la majorité c'est personne et la minorité c'est tout le monde. Il y a une enfance majeure qu'on nous propose, un infantisme quelque part, qui est aussi un infantilisme, qui nous empêche de vivre, en fait, je dirais assez prosaïquement comme ça. Bon, à ce stade, vous aurez tous compris l'extrême difficulté qu'on a tous à présenter ce livre et à vous le décrire très précisément.
C'est pour ça que je pense que là, il faudrait peut-être passer à une lecture plutôt toi, qui donnerait un peu plus exemple du souffle poétique qui est à l'intérieur de ce livre. Mais effectivement, et c'est ça que c'est très intéressant, je pense, en tant qu'éditeur et aussi en tant qu'auteur, on se retrouve constamment à la présentation de ce livre à se demander si on est en train de parler de philosophie ou de parler de choses extrêmement existentielles et sensibles, et on passe notre temps à osciller entre les deux. Et peut-être qu'on va donner une idée du souffle telle qu'elle se pose, et par après on va peut-être rentrer dans le caractère politique du livre. Parce que c'est sous-titre encore. C'est enfance, communisme, ce qui s'y joue. Et donc la question du communisme va être posée juste après cet extrait. Voilà. Je vais essayer de bien lire. Donc c'est le dernier chapitre du livre qui commence par une citation de Paul Florensky, une lettre de 1920. Je fais de mon mieux. La métaphysique abstraite me dégoûtait tout autant que le positivisme. Moi, je voulais voir l'âme, mais je voulais la voir incarnée. Dans la cité idéale, on bannit les poètes et on se méfie des enfants. On y entérine la division, les séparations, grand-petit, sérieux, futile, véridique, impulsif, logique, lyrique, entre l'essentiel et les contingences infantiles. L'enfant prisonnier de guerre voudrait s'éloigner du lieu où il se tient, les yeux fixés sur un présent où il ne voit, sous des répétitions, qu'une seule et même catastrophe. Extorsion des âmes, de celles qui vibrent leur surface entre elles, donc au-dedans. Être de la traversée, nous ne sommes pas seuls, mais dans la nuit. Laisser être des contre-espaces pour l'enfance. On veut rafistoler ce monde, on fait comme des conserves de statu quo. On court très vite et très droit comme penché. C'est l'obsession de tout gouvernement. Une montagne de paperasse, un continent de plastique et des corps brisés. Il fallait faire un monde à l'autoritaire marchandise. L'ordre boutiquier, né en Europe il y a quelques siècles, fut contraint de se transformer pour étourdir ses ennemis en un gigantesque magasin de farces et attrapes. S'étant retiré près du temple d'Artémis, il jouait aux osselets avec les enfants. Les Éphésiens, en cercle autour de lui, le regardaient faire curieusement. « Qu'avez-vous à vous étonner, vauriens ?» leur demanda-t-il. « Cela ne vaut-il pas mieux que d'administrer la cité avec vous ?» Le contrôle euphémisé en soins, la surveillance euphémisée en prévention, la séparation euphémisée en distanciation. Au commencement est l'interruption, pourtant, m'avais-tu dit. On ne peut réellement lui faire face à ce pouvoir, mais l'on peut désactiver, interrompre la répétition comme telle, cette répétition désastreuse. Revient ce qui a été enfoui, sous les décombres de l'humanisme mondialisé, avec son homme blanc, adulte, des villes, etc. Reviennent ainsi les enfantes, qui n'en peuvent plus de ne pas parler, qui n'en peuvent plus qu'on ne les laisse pas parler. L'ange nouveau et l'enfant sont représentés debout. Ils nous font face, immobiles, dans un silence qui semble sans fin. La perplexité et la douleur qui éclatent dans le regard, sont identiques. Accéder à la parole, c'est open bar, paraît-il. Faire de l'espace spacieux, au passé sacrifié, exiger l'impossible, oui. Un désir non nostalgique, le beau mouvement de se retourner, d'un retourner vers infini, manière d'accueillir ce qui vient, ce qui ne peut qu'advenir, à la faveur des portes silences. Mais encore une fois, il s'agit bien de construire un rapport à ce qui existe sans nous et hors de nous. Il se balade dans la métropole, malgré tout. Au frontispice de celle-ci trône un « Si vous êtes sage, on ira au McDo ».
Il pense au film de Buñuel, Los Olvidados. Bagnole, fast-food, parking, village, dortoir, échangeurs, logements sociaux, banlieues, centres commerciaux, les enfants sont les grandes oubliées. Où habiter? Où se déployer? Habiter le monde, avant de devenir un créneau éditorial, ce fut un cri de guerre. N'ayons pas peur de parler d'apartheid spatial. Des parcs, des plaines, des bases, des aires, de loisirs où l'enfant sera bien circonscrit, rabougri, limité, domestiqué, oublié. Article 4. À chaque enfant est assigné un adulte référent. Cet adulte est responsable devant la loi du comportement de l'enfant qui lui est rattaché. En raison de leur formation psychosociale encore incomplète et dans l'intérêt même de leur développement, les enfants n'ont pas lieu de jouer dans l'espace public, hors de surveillance de leur adulte référent. En tout état de cause, les enfants se classent en 2 groupes, les hypercinétiques qui reçoivent de la Ritaline et les hypocinétiques qu'il convient de placer sous Prozac. En attendant mieux, en attendant rien, les enfants s'étiolent à l'ombre des familles, des écoles, de l'éducation et de la protection. Il faut des enfants et des adultes fanés pour supporter la grisaille de la vie sociale. Le travail, le couple, la famille, la consommation, les réunions, le militantisme, les élections, le supermarché, la culture, la poésie, les diversements, la retraite. Les étoiles mortes tombent sur les écoliers et la chair terrifiée des sous-sols. Toute cette vie polissée, une discipline et une résignation obtenues à grands frais. Nous clamons tranquillement la nécessité de détruire l'ordre adulte. Nous clamons tranquillement la nécessité de détruire l'ordre adulte. Oui, je vais m'arrêter là. Bon projet. C'est la guerre. Vous savez ce qui est relativement un Je grand tenais juste projet. à signaler après la lecture que ouais, il y a un énorme travail aussi graphique qui a été fait. Enfin, Ah oui, et c'est ouais. assez dur dans la lecture. Enfin, c'est assez chouette dans la lecture de tracer comme ça Enfin, quand elle est silencieuse, quand elle est intime, du coup, on peut s'arrêter. Il y a beaucoup il y a un très beau travail graphique qui a été fait. C'est pas du tout quelque chose. Enfin, ça rend en tout cas tout ce qui est dit beaucoup moins effrayant que ce que ça pourrait paraître. Si c'était des gros blocs comme ça, et franchement, ça, c'est un chouette Je peux me boulot. permettre à la lecture de ce qu'on vient d'entendre, c'est pas un rocher qu'il faut mettre dans le berceau, c'est un 9 mm, quoi, direct. C'est un bon résumé. On dit pensant. C'est un bon résumé. C'est très 20e siècle, hein, comme ça. Les 9 mm? Ouais. Faut aller au-delà, quoi. Bon, on peut aller chercher des calaches à Molenbeek si tu veux. Ça aussi, c'est vrai. Nous clamons calmement. Mais du coup, voilà, il faudrait pas non plus faire l'impasse parce qu'on parle beaucoup de l'enfance et là, on est rentré dans un truc assez philo. Mais il y a une très très belle phrase dans le bouquin qui dit chaque dessin d'enfant est un appel. Et je pense que le mot appel a été choisi à dessein, en l'occurrence. Donc en fait, il y a aussi une dimension politique et une dimension d'appel à la révolte. Peut-être moi, de la façon dont je l'ai compris, mais tu me coupes si c'est pas ça. Et je pense que ça fait référence à la très belle parabole de Nietzsche que tu évoquais au début de Zarathustra. C'est que peut-être que le lien que tu fais entre communisme et enfance, c'est la possibilité d'une potentialité, quoi. C'est-à-dire en fait que le communisme ouvre, le communisme serait une manière d'ouvrir les possibles, ouvrir la possibilité de formes de vie et de manières d'habiter, et que finalement on peut prendre l'enfance comme ce terrain où tous les possibles sont encore là, enfin prendre l'enfant comme le terrain où tous les possibles sont encore là, et l'enfance comme ce qui vient annuler la possibilité de l'enfant. Donc moi j'avais relativement envie que tu nous lises un texte que tu as écrit pour le Chamet cette année, hein. C'est ça? Ouais, j'ai fait plein de trucs, parce que sinon ça serait beaucoup Oui, trop mais tant long. j'ai pas mieux, envie de parce vous que saouler. sinon ce serait beaucoup trop long. Ouais. Et pour peut-être rentrer plus dans le caractère aussi d'appel à la révolte et d'appel à l'insurrection, en réalité, qui parsème l'ensemble du livre. Appel, c'est vrai. Et oui, bah, je vais redire. Et appel à, et après, si vous avez des
des questions, des réactions. On va rentrer là-dedans juste après le texte que Nicolas va nous lire. Et puis, je vous invite après à boire des bières et à discuter informellement. Mais... Il y a eu appel et puis il y a eu Tikkun, hein. Ça a été vraiment une déflagration dans l'existence, une espèce de trou noir qui a, voilà, c'est ça que je pense, quoi. C'est ça vraiment qui. Après, j'ai pris un peu de distance par rapport à ces textes, mais j'ai vraiment été fasciné. Je sais pas si vous connaissez ces textes-là. Il y a une mise en exergue d'ailleurs de Tikkun. Je vais peut-être vous la lire parce qu'elle me semble assez explicite. Explicit lyrics. En deçà de, parce que c'est vrai que je parlais du temps. L'enfant est un enfant qui joue parce que l'enfant c'est comme le temps. C'est on sait ce que c'est, mais quand on vous pose la question, ça nous plonge dans un abîme de perplexité, quoi. On sait tous ce que c'est que le temps, et dès qu'on dit qu'est-ce que c'est le temps, Saint-Augustin, blabla, on tombe dans, on dit quoi, mais en fait non, le temps c'est pas cette ligne droite. Enfin, qu'est-ce que l'instant, qu'est-ce qu'une flèche qui avance, etc. Et voilà. Là, dans ces citations en exergue, ça semble évident ce que c'est que l'enfance. Donc il y a Youssouf Islam qui dit But tell me what do the children play? Mais dis-moi où est-ce que les enfants jouent. La réponse est dans les questions, et dans la question, on a l'impression de savoir ce que c'est que l'enfant. Et dans cette citation de Tikkun aussi, il n'y a pas vraiment à se poser la question de l'enfance. On sait ce que c'est que l'enfance. Comme le temps, dans son usage, disons, quotidien, quoi. Et non pas dans sa perversion capturable. Un jour, une société a tenté, par des moyens innombrables et sans cesse répétés, d'anéantir les plus vivants d'entre ses enfants. Ces enfants ont survécu. Ils veulent la mort de ces sociétés. Ils sont sans haine. C'est une guerre qui n'est précédée d'aucune déclaration. Au reste, nous ne la déclarons pas, nous la révélons seulement. Je vais peut-être pas lire tout le texte parce que ça va se filer. On va après peut-être échanger entre nous. C'est juste lire la fin sur la question du communisme. Voilà, j'ai un petit passage ici. Et après, nous allons discuter entre nous parce que j'en ai marre. Ce qu'on nomme ici communisme n'a rien d'une doctrine ni d'un projet de société. Il est fidélité à cette exigence. Non pas un collectif abstrait, mais une blessure partagée. C'était vraiment ça qui était important dans le texte, c'est vraiment parler de la blessure, quoi. Ce que Tristan Garcia appellerait la blessure comme, lui il parle pas de blessure, mais il parlerait d'un commun distinct. C'est-à-dire à la fois la singularité la plus extrême et à la fois quelque chose de commun de manière absolue. La jonction entre la singularité la plus extrême et le commun le plus absolu. Non pas une idée, mais une présence. Un communisme vécu, traversé, comme la chaleur d'un foyer, un repas, une chambre, une écoute. Un communisme de survivants, d'enfants endommagés, de ce qui se souvient en nous, à notre place. C'est là qu'il y a un contre-sujet, et non pas un sujet. C'est ce qui se souvient en nous, à notre place. Il suffit d'organiser l'épuisement, la dette, la distraction. Il suffit de saturer l'attention, de combler les trous, d'occuper les enfants avec des tablettes, et les adultes avec des loyers. Le reste suit. Ils croient que la vie est un budget équilibré, que l'avenir est une question de placement. Ils mentent. Ce n'est pas par cruauté, mais par fatigue, par habitude. Ils appellent ça pédagogie, c'est du mensonge. Ils appellent ça réalisme, c'est du mensonge. Ils appellent ça monde réel, c'est une fiction morbide, tournant en boucle de saccage. On nous a donné une langue préfabriquée, standardisée, vidée de chair, des mots nettoyés à la javel du management. On les apprend pour survivre, mais au fond, on sait qu'ils n'ont aucun poids. Ce langage ne sert qu'à décrire les meubles en kit, les horaires acérés, les plans de carrière suicidaires. Mais il n'a rien dedans pour dire la peur, la solitude, la honte, rien pour dire la violence d'avoir été réduit au silence. Il n'oublie rien, elle n'oublie rien, la chair. C'est pour cela qu'ils peuvent recommencer, pas hériter, pas reproduire,
recommencer. Ils portent la mémoire d'un crime que nous n'avons pas encore commis, mais qui nous est nécessaire. Ils sont liés par une mémoire plus ancienne que la famille. Ils n'appartiennent à rien. Ils traversent. Ce sont les enfants perdus, les enfants déviés, les enfants trop sensibles, les enfants bizarres, les enfants se retrouver, ceux qui sentent quand quelqu'un ment, ceux qui savent que la réalité est un décor, ceux qui entendent encore les voix du dehors. L'enfance n'est pas une période, ni une essence, l'enfance est un appel. Appel qui ne cherche pas à convaincre, qui ne s'adresse pas à un public. Ils n'appellent pas comme on demande, ils appellent comme on sonne l'alarme. Ils appellent depuis la chambre sans porte, depuis l'exil intérieur, depuis un monde en train de brûler. Et cet appel ne s'adresse pas à toi, il traverse l'enfance et toi, il cherche les cœurs encore vacants, l'inaperçu. Ce qui brûle encore, ce n'est pas l'espoir, c'est ce que vous avez tenté d'éteindre, piétiner, moquer, psychiatriser, sexualiser. Ce qui brûle encore, c'est ce qui ne s'est jamais rendu, jamais admis. Ce qui brûle encore, c'est ce qui ne vous appartient pas. Impossession primitive. Et vos rires auront l'accent d'une langue d'avant le langage, une langue d'alliance, une langue de feu. Voilà. Bon, les sales gosses, vous avez quelque chose à dire? Ou rien, c'est bien aussi. Moi, j'ai encore plein donc, et s'il y a des questions du public, c'est vraiment les bienvenus, quoi. C'est difficile de parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Mais oui. On devrait poser des questions sur un livre qu'on n'a pas lu. Alors, c'est compliqué. Mais si on va parler de l'enfance, on peut rester jusqu'à demain matin. Exactement. Donc, moi, je ne sais pas trop quoi dire. Quoi. L'enfant, il existe parce qu'il y a des adultes, en réalité. Il ne faut pas l'oublier. Je crois que c'est quand même eux qui nous enferment tout petits, qui nous empêchent de respirer directement dès qu'on sort du berceau, si je peux revenir là-dessus. Donc, c'est vraiment un sujet terriblement lourd, quoi. Hein, comment on peut se permettre déjà de sortir un gosse de sa famille, de l'enfermer avec des gens qu'il ne connaît pas toute la journée pendant 20 ans. C'est monstrueux en soi, quoi. Alors là, on peut tergiverser, tourner en rond. Pour moi, l'horreur, c'est ça, en fait, de l'enfance. C'est de sortir, de retirer des gens que j'aime et me foutre avec des gens que j'aime pas, quoi. Toute la journée, en plus. C'est vraiment, c'est un enfer, quoi. Comment est-ce qu'on ose faire ça, quoi. Ça, c'est un des trucs qui est pas mal signalé dans le livre, où tu fais pas mal de... Toujours, il y a presque du jeu, mais qui va un peu... C'est un jeu assez sérieux, où tu parles pas mal de la classe et de la société construite comme une classe, comme une école, quoi. Et par extension, il y a un peu ce truc-là qui est assez foucadien. Il y a une récréation. C'est ça, ouais. Où en fait, oui, il y a ce truc-là qui est assez présent dans le livre aussi, mais qui a pas tiré sur une discussion. Ben voilà, en tout cas, c'est vrai que politiquement, Oui, c'est à peu près où on est dans le livre. Je pense, hein, c'est très thérapeutique. Oui. Mais en fait, le problème, c'est que ça influence toute nos vies, ça Oui, nous construit. On est tous des névrosés à cause de ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a une expression que j'aime bien, c'est le berceau. Tu parlais de berceau, le berceau des dominations. Quelque part, la domination, ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus, quoi. Oui, c'est ça. Ou qu'on en parle sur un mode militant. Ah oui, on parle pas bien de l'enfance. Ah, c'est pas gentil. Ah, on va créer des droits pour l'enfant. Donc, vraiment quelque chose de fondamental, quelque chose de comme une flèche qui nous a été administrée Moi, je dans le comprends berceau. pas quand tu dis ça, quand t'as dit ça tout à l'heure aussi, moi je suis pas un militant, t'as dit Infantiste. un militant infantiste. Mm. Et je crois que je comprends pas ce que tu veux dire. Je suis pas un militant déjà, tout court. Oui. Militant, militaire, ça m'intéresse pas trop. Mais je comprends très très bien qu'on prenne le parti de... Alors si on veut appeler ça militant, pourquoi pas, là c'est une question de lexique.
quelque part, je suis un militant aussi. Tu vois, c'est pas, on va pas s'arrêter sur les mots. Je prends Je le crois que je parti. comprends pas les mots que tu... Enfin, je comprends pas le sens que tu mets derrière, c'est pour ça que je pose la question. Mais c'est d'ailleurs militant ou enfantiste? C'est c'est que je comprends pas ce que tu sous-entends en disant que t'es pas ça. Peu importe ce que je suis vraiment là. Mais je suis un petit peu irrité, disons, par une certaine manière de prendre le problème sous l'angle de la représentation. Mais aussi par rapport aux personnes racisées, mais aussi d'un point de vue féministe, mais aussi par tout ce qui a été exclu, mais aussi par rapport aux animaux, les animalistes, là. Je ne crois pas qu'il faille trouver des droits dans le cadre étatique, dans le cadre de l'Empire, en rajouter sur la victimisation. En fait. Je ne veux pas considérer l'enfance comme quelque chose comme une victime. Je la prends plutôt comme une force, comme une puissance, comme un écart, comme une zone d'indistinction problématique, perturbante, comme un danger. Je préfère partir de la puissance et de la force que partir de ce qui manque, quoi. Toujours l'enfant, ça serait ce qui manque. Non, Lao Tzu disait, l'enfant est le ravin du monde. L'enfant est un trop-plein, l'enfant est un excès. L'enfant est là où ça tombe. L'enfant est là où la puissance quelque part se déverse. Et c'est à l'extrême pointe de ce que l'Occident a fait de l'enfant. Peut-être que là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. C'est peut-être là que nous, en tant qu'enfants perdus, c'est là aussi que nous pouvons être des enfants se retrouver. Non pas des victimes, mais des forces. C'est comme ça que je répondrai. Et je vais pisser aussi, tu viens de pisser. Égalité formelle. Je pense aussi que c'est vrai qu'on avait commencé en parlant un peu du rapport avec la librairie Parchemin, du rapport avec la ZAD, des choses comme ça. Je pense que ce que Nicolas veut dire, c'est qu'on vient plutôt d'une pensée qui est de l'ordre de l'autonomie désirante, quoi. C'est-à-dire que de nos jours, la plupart des identités dites subalternes, je trouve le mot horrible, mais bon, c'est le mot usité, se battent pour une représentation à l'intérieur de la société. Dans l'autonomie désirante, on se bat pour créer des ailleurs, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas envie, je vais prendre mon cas personnel, comme ça choquera personne. Je me fous qu'il y ait un métis PD qui présente le JT, quoi. Ça m'intéresse pas. Être dominé par un métis homosexuel ou par un blanc, c'est pas mon problème, quoi. Mon problème, c'est d'être dominé, en fait, quoi. Et donc, je pense que ce que Nicolas veut dire, c'est qu'il y a une espèce de recherche d'autonomie de l'enfance, et qu'à partir du moment où, en fait, les militants prennent l'enfance comme un sujet sur lequel il faudrait se poser, c'est encore, en fait, mettre l'enfance sous tutelle, quoi. Alors moi, je suis personnellement pas sûr qu'il faille pas mettre l'enfance sous tutelle, hein, mais je pense que c'est ça qu'il essaye de dire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, notamment le concept d'autonomie s'est énormément perdu après la défaite des Gilets jaunes principalement. Et on est plutôt arrivé dans une politique de la représentation qui est quelque chose qui nous effraierait plutôt, quoi. Parce que ce serait l'idée que ce qui était en fait à la base de l'idée queer, hein, l'idée que ce qu'il y a de subalterne, d'ingouvernable en nous, tout d'un coup pourrait participer en fait à la grande marchandisation du monde, quoi. Et c'est là où le lien avec ce qui se passe ici, parce que Parchemin est un ailleurs, ou ce qui s'est passé avec la ZAD, parce que la ZAD était un ailleurs, ou ce qui se passe avec les éditions du Sapin, qu'on considère comme étant un ailleurs, se fait et que le livre a du sens dans notre ligne éditoriale, quoi. Je sais pas si j'étais clair, mais... Ok, ça va, merci. Ouais, mais si le traître il reste derrière. Bon, on picole? Je pense qu'on peut passer, oui, dans un cadre un peu informel, à discuter aussi entre nous de trucs. Pas hésiter à fêter le bouquin qui est là. Et merci beaucoup à toute l'équipe du Sapin d'être là. Merci et de à nous tout avoir le monde reçus. d'être là. Et puis, ouais, on peut passer dans un cadre de discussion plus souple autour d'un verre. Voilà. Si ça vous va. Ouais. Merci beaucoup.